Yo yo yo, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop déprimés par le froid et l'hiver. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment, ça me fait grave plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre et d'un film que j'adore et qui me remonte toujours le moral, les chick flicks et Dirty Dancing. Mais avant, petite intro. Pendant une partie de mon enfance, et même jusqu'à il y a pas si longtemps, j'ai rejeté tout ce qui était associé au féminin. Le rose, les paillettes, les robes. En primaire, je portais les cheveux courts et je voulais jouer uniquement à la bagarre avec les garçons et je me sentais fière quand on me qualifiait de garçon manqué. Je ne savais pas exactement comment ça avait commencé, mais j'avais compris très tôt une chose. Tout ce qui relevait du féminin était perçu comme moins sérieux, moins important, voire carrément ridicule. Et moi, je voulais qu'on me prenne au sérieux. Alors j'ai commencé à refuser tous les codes associés aux filles. Je ne voulais surtout pas être perçue comme girly, parce que ça voulait dire niaise, superficielle, voire idiote. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Sauf que ce rejet était surtout en surface. J'ai laissé tomber Britney pour écouter Green Day, mais en vrai, j'aimais profondément les choses dites de filles. Mes princesses préférées étaient Ariel et Jasmine, je dévorais les livres Twilight, je regardais des comédies musicales et romantiques, j'écoutais les boys bands avec enthousiasme. Mais aimer tout cela venait avec une forme de honte. Il y avait la culture que je partageais avec mes potes à l'extérieur et celle qui restait cachée rien qu'à moi. Parler de Twilight, de High School Musical ou des Jonas Brothers me donnait l'impression de devoir me justifier, comme si ces goûts me rendaient puérils. On parlait déjà de plaisir coupable, comme si apprécier la culture populaire féminine était un aveu d'immaturité ou de bêtise. Rose Lamy décrit très bien ce mécanisme dans Ascendant Beauf, où elle analyse le mépris de classe comme un continuum de violence exercé par les classes moyennes et supérieures. Elle cite le sociologue Baptiste Coulmont. On n'a pas de jugement de goût sur la position de classe. On peut reconnaître la difficulté économique d'être ouvrier, mais en se moquant des cheveux, de la caravane, des prénoms, on trouve une manière plus subtile, plus acceptable de s'en prendre à eux. De la même façon, il est socialement plus acceptable de se moquer de ce que les jeunes femmes aiment que d'assumer frontalement sa misogynie. Et aussi, chose que j'ai remarqué assez tard, quand la jeune fille n'est pas représentée comme niaise ou stupide, elle devient froide et calculatrice. Dans Mean Girls, ou Lolita malgré moi en français, que j'ai saigné, ce qui ressort surtout, c'est Regina George, une icône sublime, ultra féminine, populaire, mais aussi cruelle et manipulatrice. Un archétype qu'on retrouve partout dans les comédies adolescentes des années 2000. Ce stéréotype, devenu un véritable trope, envoie un message très clair. La féminité est soit ridicule, soit dangereuse. En fait, de grandir en tant que femme et en tant que garçon aussi, on saura jamais ce qu'on aime vraiment naturellement, vu qu'on a tous été mis dans des cases genrées, dans des cases, dans des et qu'on a tous des biais, des injonctions. On a tous des biais, des injonctions. C'est vrai que c'est se réapproprier finalement aussi, justement. Je pense qu'on est beaucoup à être passé. Moi, j'étais passée à une époque justement où à rejeter tous les signes de féminité parce que j'étais féministe et que donc du coup, j'en voulais pas. Et après, j'en suis complètement revenue. Et pour le coup, je trouve qu'au contraire, c'est hyper bien d'avoir droit à plein d'exemples de féministes, que ce soit pas, comme tu dis, rangé dans une case et que, pour le coup, que, comme on dit tout le temps, mais que chacune puisse faire comme elle en a envie. Ouais, c'est ça. Et voilà, que ce soit jouer avec les codes ou les rejeter complètement. La plupart, de toute façon, est toujours entre les deux. Mais ouais, c'est plutôt bien, quoi. En général, on voit qu'on est guéri de ça quand on recommence à aimer le rose. C'était une grosse période où on déteste le rose, on est en mode non, c'est bon, j'en ai marre, je suis pas une Barbie et tout. Et puis après, on se dit, bon, en fait, ça peut être cool de temps en temps. Ce mécanisme ne concerne d'ailleurs pas uniquement la fiction. On le retrouve dans le traitement médiatique réservé à certaines artistes. Aya Nakamura, par exemple, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, a été l'objet de critiques violentes, surtout pour ses paroles. On lui a reproché de chanter un français jugé illégitime et donc de ne pas représenter la France. Un reproche qui vise davantage les classes populaires et racisées que le langage qu'elles emploient. Ce rejet relève à la fois d'un mépris de classe, d'un racisme culturel et d'une misogynie ordinaire. De la misogynoire, en réalité. La chanteuse Théodora subit aujourd'hui des critiques similaires, preuve que ce mécanisme est toujours à l'œuvre. Ce qui dérange n'est pas seulement le style ou le succès, mais le fait que des femmes, issues des cultures populaires, occupent l'espace public sans demander l'autorisation. Ce mépris du féminin agit très tôt. Il influence la manière dont les jeunes filles perçoivent leur goût, leur légitimité, et participe à la construction de leur identité. La pop culture féminine a beau être dévalorisée, elle a pourtant occupé une place centrale et unique dans ces constructions. You know, in old films, whenever a girl would get seriously kissed, her foot would just kind of pop. Dès lors, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi ces œuvres sont méprisées, mais ce que ce mépris dit de notre rapport à la féminité, aux classes populaires et à leurs imaginaires. C'est en réfléchissant à tout cela que j'ai repensé à un film que j'adore, Dirty Dancing. Classique, oui même cliché. My Bible's between you. Oh, don't go crazy, Patrick Swayze. Time to put baby in the corner. That actually was from The Breakfast Club. Nobody puts baby in the corner. Mais pas forcément pour les raisons évidentes.
Pour sa bande-son, indéniablement. Pour les chorés, c'est clair et net. Mais Dirty Dancing n'est pas juste un film de danse. Ce film culte est aussi un chick flick longtemps sous-estimé, à la fois romantique, musical, chorégraphique, mais aussi politique et profondément intemporel. Un film qui prouve que les films de meufs peuvent être une œuvre engagée, subtile et qui mérite d'être prise au sérieux. C'est pourquoi, après avoir interrogé la place du chick flick et la manière dont il façonne et parfois enferme les jeunes filles, je vais montrer en quoi Dirty Dancing n'est pas seulement un classique, mais peut-être aussi le chick flick parfait. Et petite précision, je vais parler presque exclusivement que d'Hollywood, pas de cinéma français. Un chick flick est un terme un peu péjoratif, utilisé pour désigner des films destinés aux femmes ou aux jeunes filles. On y retrouve des films comme Twilight, Lolita malgré moi, La revanche d'une blonde ou plus récemment le film Barbie. Ce sont souvent des films mélangeant de la comédie, de la romance et du drame et centrés sur les relations des personnages. À ne pas confondre avec les comédies romantiques qui, elles, se concentrent explicitement sur une histoire d'amour et s'adressent à un public plus large. Last week, when I told you that I had to work late, I really went to see the new Twilight movie by myself. I don't know why I did that. And it was so bad, Cal. Historiquement, ce type de film trouve ses racines dans les women's pictures d'Hollywood du début du XXe siècle. Des récits mettant des femmes au centre de leurs intrigues, explorant leurs émotions, leurs relations, leurs épreuves. Par exemple, Stella Dallas de 1937 raconte l'histoire d'une mère qui est prête à tout pour que sa fille ait accès à d'autres opportunités plus grandes qu'elle ne pourrait lui offrir. Stella est une femme sûre d'elle, qui n'a pas la langue dans sa poche, et j'adore regarder les films des années 40 en fait parce que les meufs sont juste des queens. Tell me, why is it doctors and nurses and husbands always seem to think they know more about this maternity business? Don't you think a mother learns anything in that little room they wheel him into? Or is that just a kindergarten class? Oh, Mrs. Dad. Let me tell you something. I picked up quite a little experience in that room, and it wasn't out of books either. Experience. You look down on me because I work for a living, don't you? You always have. All right, I work. I cook food and sell it and make a profit on it. Which I might point out you're not too proud to share with me. Yes, I take money from you, Mildred, but not enough to make me like kitchens or cooks. They smell of grease. I don't notice you shrinking away from a $50 bill because it happens to smell of grease. Take it easy now. There's no point in going on like this. You're interfering with my life and my business. And worst of all, you're interfering with my plans for Vida, and I won't stand for it. À l'époque, ce courant est véritablement novateur. Dans un cinéma dominé par les perspectives masculines, il offrait une rare visibilité narrative aux héroïnes, à leurs désirs et à leurs dilemmes. Cela illustre aussi une chose, le cinéma a longtemps été pensé par et pour les hommes, avec les femmes souvent reléguées à des rôles secondaires. Le premier film considéré comme un chick flick en tant que tel, c'est Diamant sur canapé, de 1961 avec Audrey Hepburn. J'ai regardé ce film pour la première fois pour cette vidéo et je dois dire que j'ai été un peu déçue. Le film a des bons côtés, il a une certaine aura et il est stupide à souhait, j'adore, mais je pense que je suis trop woke pour accepter certains aspects. La protagoniste, Holly Golightly, est matérialiste, dépeinte comme frivole et un peu idiote, obsédée par la fortune des autres. The trawler. He happens to be the 9th richest man in America under 50. Now that indeed is a remarkable piece of information to have at your fingertips. I keep track of these things. Elle est sans cesse harcelée, le prend à la légère et ce n'est jamais adressé. Hey baby, where you going? Oh, come on, baby, open the door. Come on, baby. You like me. You know you do. I worship you, Mr. Auerbach, but good night, Mr. Auerbach. Baby, wait a minute. What is this? You like me. I'm a liked guy. You like me, baby. You know you do. Didn't I pick up the check for 5 people? Your friends? I never seen them before. And when you ask for a little change for the powder room, what do I give you? A $50 bill. Now, doesn't that give me some rights? Clairement, le modèle d'inspiration n'est plus le même qu'avant. Et en plus, il y a le yellow face du voisin, Monsieur Yunioshi. Comme le blackface, c'est un acteur blanc qui est maquillé, qui porte une prothèse pour modifier les traits de son visage et adopte un vieil accent pour jouer une caricature stéréotypée d'une personne non blanche. Et là, le but est clairement de se moquer ou de tourner en dérision. En plus, il y avait des figurants asiatiques présents sur le tournage, que l'équipe aurait pu engager. Mais bon, apparemment, donner un vrai rôle avec un vrai cachet à une personne racisée, c'est beaucoup trop demandé. Bref, continuons sur la liste des chick flicks. Viennent ensuite Love Story en 1970, Grease en 78, 16 Candles en 84 et bien sûr Dirty Dancing en 87. Mais on en reparlera plus tard. Dans les années 80-90, les films portés par et pour des héroïnes rencontrent un succès fou. Pretty Woman est classé numéro 1 au box-office américain avec plus de 11 millions de dollars de recettes. Et c'est aussi le moment où le terme péjoratif chick flick se répand. Coïncidence? Ça m'étonnerait! On ne parle plus de film de femmes, mais film de nana, de poulette. Cela vient de l'argot anglais chic. Ce terme est clairement dépréciatif, suggérant que les films destinés aux femmes sont moins sérieux,
facile à regarder, voire superficielle. Et c'est vrai que les chick flicks présentent souvent une structure simple. Une héroïne, des épreuves affectives ou professionnelles, des bouleversements et une fin généralement optimiste, focalisée sur le romantisme et les émotions. Ils sont aussi critiqués pour leur étroitesse. Les héroïnes sont trop souvent blanches, hétérosexuelles, préoccupées par l'amour, le couple ou la consommation. Une représentation assez stéréotypée des préoccupations féminines, finalement. Malgré tout, ces films s'inscrivent durablement dans la culture populaire. Je me rappelle, on allait quasi toutes les semaines au vidéoclub avec mon père. Lui prenait un film policier et moi je prenais soit une comédie, soit un chick flick. Quand on voit les chiffres du box-office, on ne peut pas parler d'un sous-genre anecdotique, mais bien d'un courant culturel économiquement significatif. Loin d'être marginal, ce phénomène relève d'une dynamique culturelle importante. Les films populaires auprès des femmes amassent des millions. Pourtant, malgré leur réussite sur le marché, ils sont souvent méprisés ou moqués. Et quel meilleur exemple pour illustrer ce phénomène que Twilight ? Comment ne pas parler de Twilight ? J'en parle dans toutes mes vidéos, c'est incontournable. Et ici, c'est l'exemple même de ce qu'on peut appeler un mépris culturel envers ce qui est perçu comme féminin ou destiné aux femmes. On voit la même chose entre les pouvoirs de classe, tout ce qui est perçu comme de la classe ouvrière par exemple, les prénoms, les chansons, les films grand public, est perçu comme de mauvaise qualité, sans grande profondeur, commerciale. La saga Twilight, les romans comme les films, a connu un énorme succès dans les années 2010, notamment auprès d'un public majoritairement féminin. Mais dès son apogée, elle a aussi suscité une hostilité disproportionnée dans les médias et auprès du grand public, souvent dirigée non seulement contre l'œuvre elle-même, mais surtout contre ses fans. God, there is Edward, we love you, you're the best. No, Jacob's the best. La réaction envers Twilight a été marquée d'une sorte de répulsion envers les œuvres et son public, notamment lorsque des critiques décrivaient les fans, surtout adolescentes, comme hystériques, superficielles ou ridicules. Cette moquerie généralisée renforce l'idée implicite que ce qu'elles aiment n'a pas de valeur culturelle légitime. Mais est-ce bien étonnant ? Parce qu'il faut avouer que quand on regarde bien, on méprise les adolescentes en fait. On méprise leur musique, on méprise leur personnalité, leurs idées, on déteste leur fragilité, leur vanité, on n'aime pas leur maquillage, ni comment elles s'habillent, on les sexualise depuis des décennies, mais on ne veut pas entendre parler de leurs désirs, surtout si ça prend la forme de créatures surnaturelles qui brillent au soleil. Alors, il n'est pas surprenant que tant de filles et jeunes femmes cherchent à se distancer de cette image avec dédain. Most girls more interested in the pretty maidens from the songs, John Keel, flowers in her hair. Most girls are idiots. Les études en Cultural Studies montrent que le backlash, le retour de bâton envers les fans féminines, n'est pas nouveau. Le premier qui me vient en tête, c'est la Beatlesmania dans les années 60. Ce terme a été popularisé à l'époque par la presse britannique, qui parlait avec mépris et condescendance des fans des Beatles, les décrivant comme hystériques et cherchant à dévaloriser leur passion et enthousiasme en l'associant à une hystérie féminine. Ce dégoût envers les pratiques féminines, comme la lecture de romances, de fanfics ou juste la participation à certains fandoms, va s'étendre jusqu'à Twilight, qui a été décrit par des chercheuses comme un exemple contemporain de la manière dont les passions féminines sont infantilisées, ridiculisées et représentées comme moins sérieuses que les engagements culturels masculins. Quand c'est un film romantique avec des vampires et des loups-garous, c'est pour les gamines, mais quand c'est un film de 3 heures avec un gars qui se perd dans un trou noir, alors là, c'est un blockbuster à ne pas louper. Des universitaires, tels qu'Angela McRobbie et Millie Williamson, documentent ce mépris persistant envers les fans féminines en examinant comment les études culturelles ont tendance à présenter les fans masculins comme résistants ou subvertissant à la culture dominante, tandis que les fans féminines sont soit ignorées, soit décrites comme dupes, des surconsommatrices ou le plus souvent comme des filles stupides. Cette image est particulièrement évidente dans le cas des fans de Twilight, qui sont décrits comme des hordes folles et hystériques. Cette réaction sexiste nie la nature productive et engagée des fans de Twilight, permettant ainsi une ridiculisation généralisée qui ne se limite pas à ne pas aimer Twilight, mais qui s'inscrit également dans la tendance historique de se moquer de ce que les femmes aiment. Et oui, je défends Twilight, parce que même s'il y a plein de problèmes, I like watching you sleep. It's kind of fascinating to me. Cela reste une fiction qui permet une exploration des structures du fantasme et du désir. ContraPoints en parle plus en détail et de manière très complète dans sa vidéo sur Twilight que je mets en description. Elle l'utilise comme étude de cas pour montrer comment la romance populaire peut refléter et donner forme aux fantasmes sexuels et émotionnels féminins, en particulier ceux qui impliquent des disparités de puissance et de domination et combien ces fantasmes sont socialement difficiles à assumer sans moquerie ou jugement. Et puis ça va, hein, la saga elle est pas si horrible que ça. J'ai re-regardé les Spy Kids il y a pas très longtemps et mis à part le 1, c'était boring as fuck. Rien à voir avec Twilight en fait. Avant d'être la grande franchise qu'on connaît avec du vomi de perruques et d'effets spéciaux,
Le premier film n'était qu'un petit film indé, avec son esthétique et sa vibe, très semblable à celle du film 13 de la même réalisatrice. Elle s'appelle Catherine Hardwicke et elle a réalisé The Lords of Dogtown aussi, que je regardais tout le temps quand j'étais ado. Bref. L'histoire du chick flick montre que les films populaires auprès des femmes sont dévalorisés non pas malgré leur succès, mais précisément à cause de son public. En France, il y a eu les grands succès de La Boom en 1980 et LOL en 2008, qui sont devenus des classiques, et même si les critiques n'ont pas été aussi violentes que pour Twilight, elles insistent sur le fait que ces films sont perçus comme soft, sans enjeu, superficiels, voire typiques du cinéma adolescent jugé léger. Ce qui renvoie à la manière dont le cinéma associé à la jeunesse, et souvent aux jeunes spectatrices, peut être dévalorisé. Alors qu'en vrai, ce genre du chick flick a beaucoup évolué entre les années 70 et 2000. Les récits sont plus variés, on y voit des femmes plus indépendantes, des questions de société, des problématiques autour de l'identité, des enjeux sociaux. Par exemple, dans Confession d'une accro du shopping, sorti en 2009, qui est un chick flick assez satisfaisant, on ne se concentre pas uniquement sur la romance. Certes, il y a une histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire d'addiction. Notre héroïne, Rebecca Bloomwood, adore faire du shopping. Ce n'est pas un hobby, mais c'est un besoin pour elle. Un besoin d'avoir quelque chose de neuf, quelque chose qui lui donne confiance en elle. Elle est dépensière, mais contrairement à Holly Golightly de Diamant sur canapé, ce n'est pas de la vanité ou du matérialisme, mais c'est une addiction liée à son enfance, à son développement. Rebecca va devoir surmonter et combattre cette addiction, au risque de s'endetter et de mettre en péril ses relations intimes, amicales et professionnelles. Do I need these? Do I need these? Do I need these? No. Exactement comme dans n'importe quel autre type de dépendance, en vérité. La surconsommation devient le cœur du propos, et petit plus, c'est un film qui ne se prend absolument pas au sérieux, et qui offre des scènes de rire sincères, une amitié entre les deux copines qui se sent authentique, et des enjeux réels. La preuve que les chick flicks sont vraiment sous-estimés. And the reason people treat me like I'm nothing is because I'm nothing. That's not true. You're everything. Dirty Dancing est un film sorti en 1987, écrit par Eleanor Bergstein, produit par Linda Gottlieb et réalisé par Emile Ardolino. Bergstein s'est inspirée de sa propre enfance pour écrire ce film. Elle l'a d'abord pitché à MGM avant de se tourner vers Western Pictures après des changements de direction chez MGM qui ont entraîné des problèmes de développement. Le film est présenté en avant-première au Festival de Cannes le 12 mai 1987, puis sort le 21 août aux États-Unis. avec un budget très modeste de 5 millions de $, il rapporte plus de 214 millions de $ dans le monde entier. Les chorégraphies sont signées Kenny Ortega, qui chorégraphiera plus tard High School Musical. La bande originale, produite par Jimmy Yenner, connaît un immense succès, 2 albums multiplatines et la chanson I've Had the Time of My Life remporte l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure chanson originale. En 2024, Dirty Dancing est sélectionné pour le National Film Registry à la Bibliothèque du Congrès américain comme œuvre culturellement, historiquement ou esthétiquement significative. Un gros banger, quoi. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Alors que le film reçoit un accueil mitigé à sa sortie, il devient avec le temps, grâce au bouche à oreille, un vrai classique. Je vais résumer le film brièvement. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez cette vidéo tout de suite et allez le voir, on se retrouve après. Je vais spoiler fort. Nous sommes durant l'été 1963. Frances, ou Frédéric en VF, surnommée Baby, passe ses vacances avec sa famille dans un complexe hôtelier super huppé des Catskills. Elle y découvre un monde extrêmement hiérarchisé. D'un côté, les clients riches, dont elle fait partie, de l'autre, le personnel, souvent issu des classes ouvrières, dont Johnny Castle, prof de danse. Dès le début, on voit que Baby est engagée moralement et politiquement. Elle prévoit d'aller à l'université de Mount Holyoke, un établissement privé spécialisé dans les arts libéraux et réservé aux femmes, puis de rejoindre les Peace Corps, une agence indépendante du gouvernement états-unien, pour aller en mission dans les pays en développement et travailler dans l'éducation, la santé, l'écologie ou l'agriculture. Max, our baby's gonna change the world. Alors que sa sœur Lisa panique parce qu'elle n'a pas apporté assez de chaussures, Baby parle de guerre dans le monde et de famine. Elle se sent supérieure à sa sœur, notamment par ses valeurs humanistes et sa complicité avec leur père médecin, Jake. Mais Baby est aussi curieuse. Elle s'aventure dans les quartiers du staff et tombe sur une soirée réservée au personnel. Elle se rapproche du groupe de Johnny et découvre que Penny, sa partenaire de danse, est enceinte d'un serveur, Robbie, qui refuse toute responsabilité et qui drague déjà Lisa. Voulant aider, Baby emprunte de l'argent à son père, $250, l'équivalent de 2595 $ aujourd'hui, pour aider Penny à avorter clandestinement. Mais elle ne reçoit pas la réponse attendue. Yeah, it takes a real saint to ask daddy.
Penny refuse l'argent, car le même soir du rendez-vous, elle doit danser avec Johnny dans un autre hôtel. Si elle ne participe pas, elle et Johnny ne seront ni payés, ni assurés d'avoir un travail l'été suivant. Baby comprend alors que l'argent ne résout pas tout. Baby décide alors de prendre des cours de danse avec Johnny pour remplacer Penny. Avec le meilleur montage d'entraînement qui soit, où on voit littéralement Jennifer Grey apprendre à danser, en plus sur la meilleure bande-son, on voit l'évolution et les progrès de Baby, sa prise de confiance en elle et sa percée à travers le mur de Johnny. Leur relation est d'abord tendue, puis Yael se montre vulnérable l'un envers l'autre, et leur complicité s'installe. Même si le porté de la chorégraphie échoue, la représentation est un succès. En rentrant, Yael découvre que l'avortement de Penny a mal tourné. Baby appelle son père pour la soigner, révélant la vérité sur l'usage de l'argent. Cela provoque une rupture profonde entre Baby et son père. You're not the person I thought you were, baby. I'm not sure who you are. Et un énorme malentendu autour de Johnny. I see someone in front of me who got his partner in trouble and sent her off to some butcher while he moved on to an innocent young girl like my daughter. Yeah, I guess that's what you would see. Malgré les interdits, Baby décide de retourner voir Johnny, et c'est ce que j'adore chez elle, elle sait ce qu'elle veut, elle y va, et ce qu'elle veut, c'est lui. Dance with me. Tous les deux tombent amoureux et continuent de se voir en secret, ce qui met en lumière les contradictions entre les valeurs et les discours de Baby. Elle encourage Johnny à s'affirmer face au patronat, mais n'assume pas leur relation devant son père. Fight harder, huh? I don't see you fighting so hard, baby. I don't see you running up to daddy telling him I'm your guy. I will. With my father, it's complicated. I will tell him. I don't believe you, baby. Johnny est ensuite accusé à tort de vol. On observe la réjouissance de Max, le gérant, à l'idée de virer un employé. Baby fournit un alibi à Johnny en avouant qu'elle a passé la nuit avec lui. La rupture avec son père s'aggrave encore, jusqu'à ma scène préférée du film, où Baby le confronte frontalement. There are a lot of things about me that aren't what you thought. But if you love me, you have to love all the things about me. And I love you. I'm sorry I let you down. I'm so sorry, Daddy. But you let me down too. Oh my God. I can't. Le film se termine par la célèbre scène finale. Johnny interrompt le spectacle de fin de saison avec la réplique devenue culte. He thought it was the stupidest line in the world, and I think he was right. Puis il invite Baby à danser et tous les deux exécutent la Dirty Dance devant tout le monde sans se cacher. Le personnel rejoint la piste, le porté mythique est réussi et le père de Baby est forcé de reconnaître son erreur, tandis que les barrières sociales s'effondrent sur la piste de danse. J'adore ce film. Dirty Dancing n'est pas juste un film de meuf, c'est un film profondément moderne. Le film est d'abord et avant tout une romance. L'histoire d'amour naissant entre Baby et Johnny est centrale. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut. Un amour interdit, la différence entre leur statut social et la désapprobation du père de Baby crée des obstacles et accentue la tension romantique. But I don't want you to have anything to do with those people again. But can I just explain? Nothing. You'd have nothing to do with any of them ever again. Baby et Johnny connaissent tous les deux des arcs narratifs qui évoluent grâce à leur relation. Baby apprend à défendre ses convictions et à assumer son indépendance, tandis que Johnny affronte son passé et s'autorise à se montrer vulnérable. Somebody who's taught me about the kind of person I want to be. Le porté emblématique, la danse finale et la déclaration d'amour de Johnny devant tout le complexe hôtelier sont des gestes attendus dans les comédies romantiques comme il se doit. Et surtout, le film met l'accent sur le lien émotionnel profond qui s'est tissé entre Baby et Johnny, fondé sur le respect mutuel, la compréhension de l'autre et des expériences partagées. Dirty Dancing est aussi une coming-of-age story, où on voit notre héroïne grandir. When everybody called me baby and it didn't occur to me to mind. Le parcours de Baby, qui passe d'une adolescente naïve et protégée à une jeune femme plus confiante et indépendante, constitue un arc narratif important. Au début du film, elle est l'ombre de son père. Elle l'idolâtre et charrie sa sœur, car lui-même se le permet. This is not a tragedy. A tragedy is 3 men trapped in a mine or police dogs used in Birmingham. Monks burning themselves in protest. Butt out, baby. Elle admire Penny pour son talent et sa beauté, sans voir la précarité et la vulnérabilité dans laquelle elle vit. I think you're a wonderful dancer. Yeah, well, my mother kicked me out when I was 16. I've been dancing ever since. It's the only thing I ever wanted to do anyway. I envy you. Baby perd au cours de son séjour son innocence, mais pas seulement sur le plan amoureux ou sexuel. Elle perd surtout sa naïveté de jeune fille privilégiée, convaincue que le monde est juste, parce qu'elle n'en a jamais vu les injustices. Elle voit aussi la précarité du personnel d'animation. Précarité financière, déjà. Le salaire de Penny et Johnny combiné n'est pas assez pour couvrir leurs frais, alors que pour Baby et sa famille, la somme de $250 est accessible facilement.
Ce contraste renvoie à une réalité statistique bien plus large. Selon l'INSEE, en France aujourd'hui, le taux de pauvreté des indépendants, les personnes qui travaillent mais sans statut salarié stable, est d'environ 19,2%, bien plus élevé que parmi les salariés, qui est de 6,6%. Aux US, 57% des artistes déclarent être préoccupés par au moins une forme d'insécurité financière, comme le logement, la nourriture ou les soins. Moi-même, ayant été intermittente du spectacle, je connais ce stress permanent de ne pas savoir si je vais avoir mes heures. Cette obligation de prendre sur soi pour avoir des chances d'être rappelé et d'avoir du taf. Well, why did you let him talk to you that way? What do you mean? Fight the boss man? Yeah, tell him your ideas. He's a person like everyone else. I'm sure. Look, I know these people, baby. They are rich and they're mean. They won't listen to me. Well, then why not fight harder? Make them listen. Because I need this goddamn job lined up for next summer. À travers sa relation avec Johnny et ses expériences avec le personnel de l'hôtel, Baby commence à remettre en question sa vision du monde et à contester les attentes que sa famille et la société ont placées sur elle. Baby, stand up straight. It's not illegal, is it? No, Daddy. En s'impliquant dans l'avortement de Penny, Baby voit la réalité des inégalités sociales. Cette expérience la force à prendre conscience de ses propres privilèges et à développer un sens des responsabilités sociales. Car toute l'intrigue du film tourne autour du fait que Penny doit avorter illégalement. Baby s'entraîne tous les jours, Johnny et Penny la coachent sur leur temps libre, tous font des efforts et se mettent en quatre pour que Baby puisse danser à sa place, et que Penny puisse interrompre sa grossesse non désirée. L'intrigue repose sur la solidarité entre femmes, sur le fait que Baby agit, décide, ment pour protéger et assume ses choix. Elle défie les souhaits de son père et risque sa réputation pour aider Penny et soutenir Johnny, démontrant ainsi son nouveau courage. Ce n'est pas Johnny qui la sauve, c'est elle qui s'engage, qui prend des risques, qui confronte son père et qui refuse de renier ses valeurs. Elle n'est plus la jeune fille innocente, elle affirme son indépendance et est capable d'exprimer ses opinions. What's your real name, baby? Frances. You're the first woman in the cabinet. Francis, that's a real grown-up name. La séparation entre client et personnel est constante dans Dirty Dancing. Dance can be incorporated into storytelling in so many different ways. The class struggle would be three dances. The grinding and the dirty dancing reflected the underclass. The wealthy people upstairs doing the family foxtrot. And between you had Johnny Castle and Penny being the exhibition dance team with aspirations. And that was really, really important in how we developed this movie. In terms of dance as a language. Soirée clandestine, relation interdite, corps toléré mais rendu invisible, Max, comme son petit-fils, traite le personnel avec une condescendance tranquille, presque banalisée. Même Robbie, pourtant lui-même serveur, se pense au-dessus grâce à son statut d'étudiant en médecine à Yale. Some people count, some people don't. Il le montre très clairement lorsqu'il conseille un livre à Baby. Le livre en question, c'est La Source Vive, un texte associé à l'individualisme radical et à une vision profondément élitiste du monde. Ce choix n'est pas anodin. Il cristallise le mépris de classe de Robbie, en opposition totale avec Johnny, qui, malgré sa position sociale inférieure, fait preuve de bien plus d'intégrité et de sens moral. Robbie incarne ce que Pierre Bourdieu appelait le racisme de l'intelligence, une domination qui ne se justifie pas par la noblesse ou l'héritage, mais par les diplômes, le capital culturel, le sentiment de supériorité morale. Le film montre ainsi que la domination de classe ne se joue pas uniquement entre riches et pauvres, mais aussi à l'intérieur des classes intermédiaires. Il y avait un intervenant, Gérard Mauger, qui développe l'idée que le beauf est né après mai 68 et que c'est une invention des gauchistes, comme ça s'appelait à l'époque, qui étaient déçus, qui avaient le sentiment d'avoir été trahis par les Français de classe populaire et moyenne qui avaient voté au moment de la dissolution de l'Assemblée par Charles de Gaulle, contre mai 68, qu'ils avaient voté, comme disait Renaud dans sa chanson Hexagone, pour l'ordre et la sécurité. Et pour lui, c'est à ce moment-là qu'il y a une scission qui se fait entre le bon prolétaire de gauche qui va lire Proudhon au coin du feu et le mauvais prolo qui est conservateur, qui vote à droite, qui est misogyne. Et au fil du temps, on lui a attribué toutes les tares, en fait. Plus on descend dans la hiérarchie sociale, donc plus on est confronté à du travail précaire, à des formes de pauvreté, quelles qu'elles soient, ou des croisements de formes de domination. Donc là, il y a la pauvreté, il y a la question de la race. Plus ces dominations-là pèsent, plus le mépris de classe va être fort parce qu'il est porté non seulement par des interactions avec ceux qui sont juste au-dessus de nous ou identifiés comme juste au-dessus de nous, mais aussi par des structures plus solides, plus fermes que sont l'État. Donc voilà, c'est quand même pas rien si on prend un exemple de vivre pauvre, donc de vivre au RSA par exemple, et d'entendre
entendre des débats politiques qui disent, voilà, il faut les remettre au travail, il faut les remettre en activité, faisons-les travailler 15 à 20 heures par semaine. Ça, c'est du mépris politique profond et qui est très structurel. Et je pense que ça, c'est un truc du mépris de classe, c'est qu'il s'alourdit, il est d'autant plus structurel qu'on a des positions sociales qui sont au croisement de formes de domination. La scène de confrontation entre Baby et son père, magnifiquement jouée par les deux actrices, est ma préf, car Baby s'affirme aimer son père face à ses propres contradictions. Malgré ses idéaux progressistes de gauche, Jake reproduit aussi un mépris de classe très concret. En interdisant Baby de fréquenter Johnny et les membres du personnel, il participe à leur stigmatisation. You told me everyone was alike and deserved a fair break, but you meant everyone who was like you. Ce moment-là fait écho à ce que décrit Rose Lamy dans Ascendant Beauf lorsqu'elle parle de la stigmatisation des classes populaires comme un mécanisme permettant aux classes moyennes et dominantes de se dédouaner de leur propre violence sociale. Les violences de genre, rendues possibles par les structures, par une atmosphère, nous traversent. C'est pareil ici. Avec la figure du beauf, une partie de la population est assignée à tous les maux politiques. Le complotisme, le machisme, le racisme bien sûr. Cette figure amorale sert d'exutoire, de bouc émissaire aussi, pour mieux permettre ainsi aux classes dominantes de banaliser du mal qui sommeille en elles. Mais ce mépris ne s'arrête pas à la question de classe. Jake méprise aussi sa fille Lisa parce qu'elle est féminine. What you care about is that you're not daddy's girl anymore. He listens when I talk now. Et Baby, au début du film, reproduit exactement la même logique. Max, our baby's gonna change the world. And what are you gonna do, Missy? Oh, Lisa's going to decorate it. Dans cette phrase, Lisa est réduite à une fonction décorative, une plante verte, une femme jolie mais inutile, sans pensée ni profondeur. Baby la considère comme incapable d'avoir une conversation intéressante et la méprise pour cela. C'est déjà une forme de mépris misogyne, celui dont on parlait plus tôt. La féminité perçue comme vide, superficielle, sans valeur intellectuelle. Le film montre ainsi comment les logiques de domination, de classe comme de genre, se transmettent, se reproduisent, même chez les personnages qui se pensent du bon côté moralement. Johnny, lui, vient d'un milieu défavorisé. Son seul échappatoire possible, depuis sa jeunesse, c'est la danse. Il subit une domination sociale constante, notamment de la part des femmes riches, qui l'utilisent comme une parenthèse, une distraction, parfois même comme un objet sexuel. Le film laisse fortement entendre qu'il est travailleur du sexe, notamment à travers le personnage de Vivian, qui fait passer ses nuits avec lui pour de simples cours de danse. C'est un autre signe de la domination exercée par la classe supérieure sur celles et ceux qui n'ont pas les moyens de dire non. Johnny n'a pas réellement le choix, et vu son expression, on comprend que ce n'est pas quelque chose qu'il fait par envie, mais par nécessité. They're so rich, so goddamn rich. You think they must know about everything. And they're slipping the room keys in my hands 2 and 3 times a day, different women. And so here I think I'm scoring big, right? And they were using me. Dirty Dancing aborde les inégalités de classe, le droit à l'avortement, la sexualité, l'émancipation féminine, sans jamais punir ses personnages féminins. Penny n'est jamais punie pour avoir avorté. Les relations entre femmes évoluent sans condescendance. Lisa, au début moquée, se montre active sur ses désirs et ses envies, mais aussi douce avec Baby. Se déroulant à l'été 1963, le film prélude les bouleversements sociaux à venir. Mouvement pour les droits civiques, transformation des normes sexuelles, remise en cause de l'ordre établi. Dirty Dancing respecte les codes du chick flick, une héroïne jeune qui vit un amour inattendu, des obstacles, des bouleversements, un final émotionnel, mais les voilà détournés. Baby n'est jamais un simple objet de désir, elle pense, agit, se trompe et apprend. C'est ce mélange entre romance, conscience politique et critique sociale qui fait du film un classique intemporel, une œuvre populaire, accessible, émotionnelle, sans jamais être creuse. Mon seul vrai point négatif dans ce film, c'est le manque de diversité. Il n'y a pas de couple queer, sauf peut-être les 2 dames qui dansent à la fin là. Gay. Sinon, on pourrait même parler de tokenism. On aperçoit quelques danseuses noires, mais une seule personne noire a une réplique à la toute fin du film, Tito, le chef d'orchestre. C'est dommage que la place des personnes noires dans ce contexte et cette époque ne soit jamais vraiment abordée, d'autant qu'elles subissaient une précarité encore plus grande et faisaient face à des violences, discriminations et biais dans l'accès des soins, bien plus graves que les personnages blancs du film. Aux États-Unis, les femmes noires ont aujourd'hui encore un taux de mortalité maternelle 3 à 4 fois supérieur que celle des femmes blanches, et une portion significative disent avoir été traitées injustement ou privées de soins adéquats à cause de leur origine raciale. And you said something that was interesting is that you looked for a diagnosis for a couple of years and then you said you went to a black doctor in Dallas. Like I had taken her to all the best specialists that they had available, and nobody knew what that disease looked like on a black child. They don't know enough about black women's health in order to say that this is something else. Now, not one time did they ever run a blood test on her or check her, autoimmune levels to say, well, we might be dealing with something else here. And I'm not saying that they did anything wrong, because her doctor that she had was good, but she just didn't have the knowledge
because they don't teach it in school. But it's common. Especially black women are the lowest on the totem pole when it comes to medicine. We the last diagnosed and we the first to die. En France, même si les statistiques raciales sont interdites, plusieurs enquêtes montrent que les patients racisés, en particulier les femmes, sont moins souvent pris au sérieux ou reçoivent une prise en charge différenciée, une forme de discrimination qui a des effets concrets sur leur santé. J'ai découvert que le spéculum, il avait été inventé par un homme blanc aux États-Unis. Et pour la gynécologie moderne, les tests avaient été faits sur les femmes noires. Et c'était des tests qui étaient faits sans anesthésie sur elles, parce qu'on considérait qu'elles avaient moins mal. Elles n'avaient pas besoin d'antidouleurs. Là, c'est la même chose pour tout ce qui est acte gynécologique. Dans l'histoire, on a retenu le nom des personnes qui ont inventé la gynécologie moderne, alors que le nom des esclaves qui ont contribué, si on peut dire ça comme ça, à ces découvertes-là, il est complètement passé dans l'oubli. Un dernier point aussi, dans le film, Baby a 17 ans. Et Johnny a quoi ? 25 à tout péter ? C'est un peu problématique. Cet écart d'âge pose un déséquilibre clair d'expérience et de pouvoir. Mais Dirty Dancing ne met pas en scène une domination masculine classique. Le déséquilibre principal n'est pas l'âge, mais la classe sociale. Johnny, adulte mais précaire, est bien moins protégé que Baby, adolescente mais privilégiée. On le voit bien quand, malgré son alibi procuré par Baby, Johnny est quand même viré, et elle, mis à part être en froid avec son père, elle ne perd rien. C'est là que le film se distingue des figures comme Edward ou Christian Grey. Ils sont plus âgés, plus riches, plus expérimentés, et occupent une position de contrôle total, économique, émotionnel, parfois physique, sur Bella et Anastasia. Leur pouvoir est présenté comme désirable, rassurant, romantique. Dans Dirty Dancing, c'est presque l'inverse. Johnny n'a ni argent, ni statut, ni filet de sécurité. Le film ne fantasme pas une domination masculine, il montre au contraire une relation qui repose sur des rapports de classe où le pouvoir ne vient pas de l'âge ou du genre, mais du capital social et économique. Voilà, c'était ma tech sur les chick flicks et Dirty Dancing. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas vraiment de conclusion, donc je vais finir cet essai en parlant d'un autre exemple qui résonne un peu avec ce que j'ai dit. C'est le changement d'image de Timothée Chalamet. Au début de sa carrière, le jeune acteur était décrit comme un acteur de film indé, avec une image très artsy, parfois même qualifiée d'androgyne, ce qui plaisait surtout à un public féminin. Moi-même, j'adore ses premiers films, surtout Beautiful Boy avec Steve Carell. You could be the master of your fate, you could be the captain of your soul, but you have to realize that life is coming from you and not at you. And that takes time. Wow. Ok. Chalamet incarnait une masculinité plus sensible, plus vulnérable, loin des standards virils classiques d'Hollywood. Cette image lui a valu une immense popularité, mais aussi une forme de condescendance. Être aimé par les femmes, surtout jeunes, n'a jamais été un gage de sérieux légitime. L'année dernière, pendant la saison des cérémonies de récompense américaines, alors qu'il faisait la promotion du biopic de Bob Dylan, A Complete Unknown, Chalamet a déclaré « The truth is, I'm really in pursuit of greatness. I know people don't usually talk like that, but I want to be one of the greats. I'm inspired by the greats. I'm inspired by the greats here tonight. I'm as inspired by Daniel Day-Lewis, Marlon Brando, and Viola Davis as I am by Michael Jordan and Michael Phelps, and I want to be up there. So I'm deeply grateful to that. This doesn't signify that, but it's a little more fuel, it's a little more ammo to keep going. Thank you so much. Ce discours, montrant son ambition assumée, a beaucoup divisé. Depuis, on observe un changement assez net dans son image. Choix de rôle plus prestigieux, style plus sobre, apparition dans des émissions sportives, comme s'il cherchait à sortir de l'étiquette acteur juvénile aimé par les jeunes filles, pour accéder à une reconnaissance plus large et surtout plus masculine. Et en soi, il a le droit. Beaucoup d'artistes traversent différentes éras au cours de leur carrière. Mais ce pivot reste révélateur. Tant que Chalamet évoluait dans un cinéma associé à la sensibilité, à l'émotion et au regard féminin, il restait perçu comme léger, presque décoratif. Brad Pitt, DiCaprio, Pattinson ont fait la même chose avant lui. Pour être considéré comme un grand acteur, pour être légitime aux yeux des institutions et des récompenses, il fallait nécessairement s'éloigner de ce qui plaisait aux femmes et se rapprocher d'un imaginaire plus viril, plus austère, plus respectable. Arrêter de jouer dans des films de meufs et se concentrer sur des films de mecs, des vrais films. Alors que les vrais films copient les films de meufs, je le colle. Nolan, il a tout pris à High School Musical. J'ai pas de preuves, mais j'en suis sûre. Ce que Dirty Dancing, Twilight ou la trajectoire de Chalamet racontent, ce n'est pas une question de qualité artistique, mais de légitimité culturelle. Ce qui plaît aux femmes reste perçu comme un détour, jamais une destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quel est votre chick flick préféré. N'hésitez pas à partager cette vidéo, si elle vous a plu, à la liker et à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur cette chaîne et ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye!